Salut les kids! Si je vous dis que c'est un trésor, national en plus, qu'il a 6 doigts et qu'il est en plus, mais alors, super mignon, vous devinez de qui il s'agit? Du panda géant, bien sûr! Le panda géant est un symbole d'amitié entre la Chine et les pays qui l'accueillent. J'enlève la capuche là, il fait beaucoup trop chaud. Espèce en voie de disparition, il est devenu un véritable emblème pour les défenseurs de la biodiversité. Sa coloration noire et blanche évoque la tolérance, le respect des extrêmes et les échanges entre les peuples. Est-ce pour ces raisons qu'il déclenche partout dans le monde une vraie pandamania? Ou alors est-ce juste parce qu'il est tellement mignon? Bon allez, un peu de sérieux. Le panda géant est un ursidé. Comme les ours, son régime alimentaire est constitué à 98% de bambou. Un aliment très peu énergétique qui le rend, un peu mou. Il peut passer jusqu'à 14 heures par jour à en manger, mais n'en digère pourtant qu'une petite partie. Il peut aussi se nourrir d'insectes, de petits mammifères, de lézards ou encore d'œufs. C'est donc malgré tout un omnivore. 1, 2, 3, 4, 5. Mais alors c'est quoi cette histoire de 6e doigt? J'en ai que 5 moi. Ce n'est pas un véritable doigt. Il s'agit en réalité d'un os modifié du poignet, qui lui sert à attraper correctement les cannes de bambou. Mais pourquoi cette obsession à manger du bambou? Parce que je suis pas sûre que dans Boucle d'or et les 3 ours, la maison en soit remplie. Eh bien c'est ce qu'on appelle une évolution de l'espèce. L'évolution, c'est un mot qui vous parle je pense, non? La raison la plus probable est la destruction de son habitat, qui l'aurait amené à aller vivre dans les forêts de bambou, encore préservées des populations. Mais de nos jours, il vit où? Le panda géant, il ne subsiste plus à l'état sauvage qu'en Chine, dans des régions où le climat est frais et humide, des régions qui offrent ainsi une végétation luxuriante, c'est quand ça pousse énormément, fournissant au panda géant un environnement agréable où il est facile de se cacher. Il vit aussi en centre d'élevage, comme à Chengdu, où sont nés Huan et Wenze, que vous connaissez bien, ou encore en parc zoologique. À Beauval, 3 pandas sont déjà nés, Yuanman en 2017 et les jumelles en 2021. Justement, parlons reproduction. Parce qu'a priori, la rareté des pandas dans le monde tient aussi à ce phénomène si particulier. Promis, je vais faire soft. La femelle est en chaleur 3 semaines par an, au printemps, pendant lesquelles elle n'est fécondable que 1 à 3 jours seulement. Toute petite fenêtre de tir. En parc, les soigneurs et les vétérinaires doivent repérer cette courte période pour pouvoir mettre les individus en contact. Et c'est là que le rôle des éthologues devient intéressant. Oui, là, je me flatte un peu. Parce que c'est moi qui devais noter tous les changements de Huan en 2017, qu'ils soient hormonaux, comportementaux ou morphologiques. Bon, moi, avec les soigneurs et les vétérinaires. La femelle peut être fécondée par accouplement, il s'y prend pas toujours comme il faut, ou par insémination artificielle. Et alors, à ce moment-là, ça devient juste incroyable. Accrochez-vous. On observe le phénomène de diapause embryonnaire. Après la fécondation, l'embryon stoppe son développement. Stop! Il flotte entre 6 semaines et 4 mois et demi avant de s'implanter réellement dans l'utérus. La gestation peut alors commencer. Le bébé ne naîtra qu'au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où la nourriture est abondante et la météo sympa, en gros. Les cas de pseudo-gestation sont fréquents chez les femelles pandas géants. Les changements de comportement alors observés sont les mêmes que si la femelle était réellement gestante, à savoir une baisse de l'appétit et une grosse, mais alors très grosse fatigue. Même les profils hormonaux sont identiques. Super galère. Il est donc très difficile de détecter une gestation chez les femelles pandas géants. Seule l'échographie permet de voir l'embryon. Mais comme il est très petit, il n'est détectable qu'une dizaine de jours avant la naissance. Le suspense est à son comble jusqu'au dernier moment. La femelle panda donne 1 fois sur 2 naissance à des jumeaux. Dans la nature, elle n'a généralement pas assez d'énergie pour élever les 2 bébés. Le bambou, la fatigue, vous vous souvenez? Dans ce cas, elle ne s'occupe que d'un seul petit, celui ayant le plus de chances de survie. En parc zoologique, les 2 petits peuvent être élevés alternativement par leur maman et les soigneurs. À la naissance, le petit pèse une centaine de grammes. Il est tout rose et n'a quasiment pas de poils. Il est super pas si mignon que ça en fait. En plus, il est complètement dépendant de sa mère, qui doit le garder contre elle pour le thermoréguler. Thermoréguler, vous vous souvenez? Épisode 1? Oui, le garder au chaud. Il n'ouvre les yeux que vers l'âge de 45 jours. Là, généralement, les fans de panda deviennent complètement gaga. Il effectue ses premiers pas entre 3 et 4 mois. Là, on peut parler de folie pure. Il est sevré vers l'âge d'1 an et quittera sa mère vers l'âge de 2 ans. J'abuse un peu là, peut-être. Mais parlons conservation, car si on veut continuer à s'émerveiller devant ces boules de poils, il est nécessaire d'agir.
Pour contrer les effets néfastes de sa croissance économique, la Chine a créé des zones protégées pour les pandas, mais également des couloirs de bambou entre différentes zones, pour que les pandas isolés les uns des autres se rencontrent et se reproduisent. Des programmes de réintroduction sont aussi mis en place depuis quelques années maintenant. Pour autant, les pandas nés en parc zoologique pourront-ils un jour être réintroduits dans le milieu sauvage? C'est un vœu, autant qu'un espoir. Qui sait si la descendance de Yuanman et des jumelles n'aura pas cette chance? Mais pour cela, il faudra que le monde redevienne un espace protégé pour les espèces qui le peuplent. Salut les kids! À bientôt!